Nicolas Sauret, vous êtes intervenu en session budgétaire du conseil départemental sur le collège Bienvenue Martin, où vous avez mené une charge conséquente. Est-ce que vous pouvez éclairer nos internautes sur votre intervention? Alors depuis ce matin, nous sommes effectivement en session budgétaire du département et le président, en introduction de cette session, a émis le vœu que nous ne parlions pas du sujet des collèges de façon générale et du sujet du collège Auxerrois Bienvenue Martin en particulier, puisqu'il renvoie ça à une session qui aura lieu au mois d'avril. Bon, moi je ne partage pas cette volonté pour une bonne et simple raison, c'est que le premier rapport qui nous a été soumis ce matin est justement un rapport budgétaire qui concerne l'investissement dans les collèges. Et donc le constat que nous faisons ce matin, c'est qu'il y a 0 € pour le collège de Bienvenue Martin. Cela signe la volonté de l'exécutif d'aller vers cette décision de fermer le collège. Bon. Moi, je conteste cette décision. Je conteste d'abord la forme et la méthode. Le séminaire décisionnel aurait dû avoir lieu avant le budget, puisqu'il a une conséquence qui n'est pas négligeable sur le budget. Vous imaginez, si on doit sortir 5 millions d'euros, même si ce ne sera pas la totalité pour cet exercice budgétaire, même la moitié, ça remet en cause l'ensemble des équilibres du budget départemental. Voilà. Donc, on aurait dû, sur la méthode, travailler plutôt dans ce sens-là. Sur le fond, maintenant, il reste quand même des questions vraiment d'incertitude sur ce collège Bienvenue Martin. D'abord, j'ai apporté la démonstration ce matin en faisant la comparaison avec des départements qui ont les mêmes strates de population et globalement les mêmes budgets que nous, dans l'Yonne, nous sommes en sous-investissement sur nos collèges par rapport à ce que font les autres départements de France métropolitaine. Voilà, c'est une première chose. On est à 12,5% du budget, quand des départements comme l'Allier, comme les Landes ou comme d'autres, comme les Charentes, sont plutôt au-delà de 20%. Donc on est déjà structurellement en sous-investissement sur nos collèges. Deuxième sujet. On nous annonce ce chiffre de 5 millions d'euros sur le budget de Bienvenue Martin. 5,3 millions. 5,3 millions d'euros pour être précis, et globalement plus de 4 millions pour d'autres collèges que sont Ancille-Franc, les collèges de Puisaye. Bon. Mais il faut avoir conscience que c'est une projection sur 5 ans. Et moi je m'en suis rendu compte parce que s'il y a bien un collège que je connais mieux que les autres dans ce département, c'est le collège de Joigny, territoire qui m'a élu. Voilà. Et je sais qu'il y a des besoins lourds d'investissement sur le collège de Joigny, et pour autant, il m'est octroyé 800 000 € sur les 5 prochaines années. Bon. Et en fait, quand... Par an, 800 000 € par an. Sur les 5 ans. Ah, sur 5 ans. Une paille par rapport aux besoins, à mes yeux. Et quand j'ai interrogé le président, qui a bien voulu nous réunir en groupe, hein, je maintiens que sur la forme, avec le président Gendreau, il y a un changement de méthode. Mais malheureusement, ce changement de forme n'a aucun impact sur l'évolution de fond des politiques publiques que nous menons dans ce département. Eh bien, en fait, on me dit que oui, c'est vrai, sur le collège de Joigny, c'est en fait plus de 4 millions qu'il faudra investir sur les 10 prochaines années. Donc, vous voyez, il y a un prisme, c'est-à-dire qu'on nous montre ce que l'on veut bien nous montrer. Et moi, même, mon intime conviction, c'est que depuis le début, mais ça ne date pas du président Gendreau, hein, notamment, mais de son prédécesseur, le dossier Bienvenue Martin est instruit à charge. Voilà ma conviction. Et que ce que je demanderai en fin de séance très officiellement au président du département, c'est que les 42 conseillers départementaux puissent avoir copie des 2 rapports d'audit qui ont été faits sur Bienvenue Martin. Parce que vous ne les avez pas vus. Ma collègue Françoise Roure, avec qui je suis élu du canton de Joigny, est allée, elle, sur site, c'est-à-dire au siège du conseil départemental, pour pouvoir prendre connaissance de ces rapports, parce qu'on veut bien qu'on les consulte, mais on ne veut pas nous les envoyer. Il ressort plusieurs choses. 1. Il n'y a pas de mention d'un problème de sol mouvant. Et je rappelle que par ailleurs, les sols argileux dans l'Yonne, il n'y a pas qu'à Auxerre qu'il y en a, et on sait les gérer partout ailleurs. Il semblerait qu'il n'y ait pas non plus de mention de problème de structure. On est donc sur un problème de façade que l'on sait régler. Autre chose, les enseignants, les parents d'élèves et un certain nombre de conseillers, nous avons émis l'idée de structure Algeco. Alors ça a été balayé d'un revers de manche, alors qu'on vit très bien dans des Algeco. Et ailleurs dans le département, il y a d'ailleurs... à Ayan-sur-Tholon par exemple, il y a des Algeco, et on en connaît tous dans nos collectivités. Donc ça a au moins un avantage, c'est de continuer à occuper le site. Autre sujet, quand on veut avoir une vision globale de ce dossier, et quand on dit
au gré de multiples discours que l'on veut être aux côtés des maires, c'est le nouveau mantra de ce département, eh bien, il faut aussi penser aux maires d'Auxerre, comme tous les autres maires. Moi, je serais maire d'une ville dont on m'annonce qu'on ferme le collège. Ma première question, c'est « Mais vous allez faire quoi du bâtiment ?» Et aujourd'hui, nous, au département, nous sommes incapables d'amener ne serait-ce qu'une piste au maire d'Auxerre sur qu'est-ce que deviendra ce foncier... alors qu'il vous appartient. Alors que par ailleurs, il nous appartient. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, je souhaite qu'on continue à travailler. Je suis intimement convaincu que le dossier n'est pas mûr et qu'on va nous faire prendre une décision dans la précipitation. Voilà. Et dernière chose, quand l'ultime argument de cette majorité consiste à dire « nous désendettons, c'est noble, on fait faire des économies ». Bon, la vérité, c'est que ce mandat 2015-2021 aura été pour le département de Lyon et donc pour ses habitants un mandat blanc, qui n'aura eu pour seul projet politique que le désendettement. Voilà. J'attire simplement l'attention sur le fait que s'il y a nécessité de désendettement, c'est bien qu'à un moment dans l'histoire de ce département, il y a eu des surinvestissements, et osons utiliser le mot, puisqu'il a été utilisé par la majorité elle-même, une situation de surendettement. Mais vous savez, en droit, il y a une maxime qui dit « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Et la majorité du moment qui nous dit qu'on ne peut plus rien faire dans le département, même si aujourd'hui on nous fait voter quand même 330 000 € en investissement pour l'accessibilité du centre de formation de la JA. Donc quand on veut aller chercher de l'argent, on sait le trouver. Mais il n'y a pas d'argent pour aller sur les collèges. Eh bien, cette majorité ne fait finalement que vider les écuries d'Augias d'une situation qu'elle a elle-même créée depuis 20 ans. J'appelle quand même l'attention que tous les élus qui sont aujourd'hui, l'immense majorité des élus qui sont aujourd'hui dans l'exécutif, étaient ceux qui justement ont voté tous les budgets qui nous amènent aujourd'hui, pour nous les plus jeunes élus, à devoir mener une politique de baisse de baisse globale du budget de ce département. Voilà. Donc je trouve qu'il y a un paradoxe quand même important et moi je ne veux pas que ça passe comme ça. Voilà. La majorité du moment est responsable des problèmes qu'on a. Et aujourd'hui, la majorité nous dit on n'a pas d'autre choix que de fermer des collèges. Moi, je conteste cette position. Voilà. D'un mot, vous n'avez pas vu les rapports d'audit, mais votre binôme Françoise Roure a pu les consulter sur site, sur place. Parce que les gens ne sont pas au courant, forcément, du contenu. Mais ce qu'on a dit, on a dit qu'il y avait des structures, des désordres structurels, c'est un terme général qui, en fait, ne recouvre rien de précis. Ou alors, c'est un habillage fallacieux. Mais moi, je ne porte pas d'accusation quand je n'ai pas vu les choses. Je dis simplement que, d'après ce que nous avons compris, ces audits ne se sont pas justement penchés sur les structures. J'ai même proposé au président du département qu'en toute diligence, on fasse un audit sur la structure pour être sûr. Ce à quoi il m'a été répondu que c'était 80 000 €. Mais je crois savoir aussi que le maire d'Auxerre est prêt à en financer une partie, peut-être même jusqu'à la moitié, parce que lui aussi a besoin de savoir dans quel état est ce bâtiment. Donc aujourd'hui, d'après mes informations, mais justement je veux les confirmer en ayant accès, comme tous les élus de l'Assemblée, à ces audits, d'après ce que je comprends des choses, justement, la structure n'a pas été auditée. On n'a pas regardé dans le fond des choses. Donc on s'apprête à prendre des décisions sur la base d'affirmations qui ne sont pas confirmées au moment où je vous parle. Mais on évoque des désordres structurels, malgré tout. J'ai entendu comme vous. La façade, on menace, la sécurité est menacée. Oui, mais justement, ce qui fait peur à tout le monde. Alors, justement, c'est là où il faut être précis dans les termes. La façade, c'est pas la structure. La façade, c'est un habillage. Et nul ne met en cause, ça c'est une réalité, que la façade bouge. Et donc, mais entre dire la façade bouge, il faut la remplacer, et la façade bouge parce que c'est toute la structure du bâtiment qui bouge, il y a quand même une immense nuance qui fait justement tout le sujet du dossier. Donc c'est ça que nous devons aller vérifier. Donc en fait, le dossier, on ne le connaît pas. Le citoyen ne le connaît pas, et même les élus en charge de cette responsabilité n'ont pas les éléments. On nous a donné beaucoup d'éléments, mais je pense que le nœud de ce dossier, ce sont ces rapports d'audit. Et ces rapports d'audit, effectivement, nous ne les avons pas. Donc on est dans une démarche politique. On est dans une méthode de travail qui n'est pas très satisfaisante, parce qu'on ne va pas sur le fond des dossiers, sur celui-là comme sur tant d'autres. Voilà. Président,
un élu, Nicolas Sauret, le responsable de l'opposition, a mené une charge ce matin à propos de la situation du collège Bienvenue Martin. Alors vous lui avez répondu, est-ce que vous pouvez nous dire comment? Écoutez, je lui ai répondu de façon très claire et très pragmatique. Hein. Le collège Bienvenue Martin est un sujet majeur pour nous, je ne le dis pas. Et j'ai dit à Nicolas Sauret ainsi qu'à toute l'Assemblée que le 12 avril, il y aurait une session qui sera spécialement destinée au collège, alors à tous les collèges d'ailleurs. Et le collège Bienvenue Martin sera bien naturellement considéré ce jour-là. Et c'est pour cette raison que j'ai répondu à Nicolas qu'aujourd'hui, je ne souhaitais pas qu'on s'étende sur Bienvenue Martin, dans la mesure où j'ai décidé, je répète, de consacrer une session spécifiquement pour les collèges et pour le sort de Bienvenue Martin. Voilà simplement ce que j'ai voulu dire, et en sachant que... Alors, il y a déjà eu un séminaire sur les collèges. Deux séminaires sur les collèges. Hein. J'ai organisé 2 séminaires, et là, ce ne sera pas un séminaire, ce sera une session plénière, avec délibération, naturellement, qui sera l'acte officiel qui entérinera la situation de Bienvenue Martin. Y aura-t-il des travaux? N'y aura-t-il pas de travaux? C'est ce jour-là que la décision sera prise, et c'est l'engagement que j'ai toujours pris depuis le début. Mais alors, sur quel dossier, sur quel fondement? Il y a eu 2 audits qui n'ont pas été communiqués ni à la presse, ni aux élus, puisque, comme l'a dit Nicolas Sauret, puisque une élue, Françoise Roux, qui n'était pas présente ce matin parce qu'elle est en déplacement en Suède pour ses besoins professionnels, à la tête du BIVP, a, elle, pu consulter ces audits sur place, sur site, donc au conseil départemental. Et il n'apparaît pas qu'il y a des structures, des désordres architecturaux, il y a un problème de façade, mais il n'y a pas ce que pense et ce qu'on entend dire, y compris nous la presse, que ça menace ruine et de s'écrouler. Alors, est-ce que vous connaissez le contenu de ces audits? Que pouvez-vous en dire? Et est-il vrai qu'il n'y a rien vraiment de grave, d'aussi grave que ce qu'on laisse entendre? Écoutez, on ne refait pas donc l'historique, vous le connaissez, une fenêtre s'est effondrée le 3 décembre. Donc suite à cela, une première vérification par un cabinet agréé, donc on appelle ça audit, a constaté effectivement qu'il y avait un désordre sur l'ensemble des éléments des façades de ce collège. Je ne parle pas des structures, hein, je parle des éléments de façade. Et il s'avère que donc c'est la principale du collège qui a pris la décision, parce que c'est la décision qui lui revenait, hein, pour des raisons de sécurité, de faire évacuer le collège. Ensuite, on a fait faire un deuxième contrôle par un cabinet agréé qui a constaté et confirmé effectivement le risque d'éléments de façade qui risquaient de tomber. En ce qui concerne la structure, donc il faut savoir que c'est une structure pailleron, hein, qui date de plus de 50 ans. Il a été constaté malgré tout que toutes les façades devaient être refaites, avec les conditions qu'on exige aujourd'hui en matière énergétique, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des matériaux qui vont peser certainement plus lourd que ceux qui sont installés actuellement. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, parce qu'on dit beaucoup de choses, moi je le dis de façon très précise, on n'a pas la certitude aujourd'hui que la structure qui soutenait les éléments qui constituaient le bâtiment Bienvenue Martin seront suffisamment solides pour supporter les nouveaux matériaux. Et puis, il y a un autre élément et auquel je ne peux pas apporter de réponse aujourd'hui, c'est que l'année 2018 a été une année quand même, une année sèche, hein, et il y a certains secteurs, alors je ne dis pas que ça a été le cas, je ne peux pas l'affirmer, je n'en sais rien précisément, mais il est fort possible que dans la mesure où on est sur des terrains argileux, il est possible que la structure ait pu bouger. Mais quoi qu'il en soit, rien que, en dehors de la structure, hein, rien que le remplacement de toutes les façades, l'estimation qui a été faite et par l'État et par le département est à hauteur de plus de 5 millions d'euros, 5 millions d'euros très précisément. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et en sachant que, vous l'avez vu, on va voter un budget aujourd'hui avec une ligne de crédit pour les collèges qui s'élève à un peu plus de 6 millions. Et ces 6 millions, c'est pour l'entretien des 33 sites qui existent sur le territoire de Lyon. Voilà. Et je l'ai dit et je le redis encore, donc le 12 avril, nous débattrons de façon très précise, on ira au fond du sujet, mais il est bien évident que si la décision de faire des travaux était prise, hein, par la majorité, on peut
toujours faire une décision modificative, parce que ça aussi c'est une chose, vous voyez, qui interroge. On se dit tiens, on ne voit pas apparaître de montant sur la ligne de crédit pour Bienvenue Martin, mais parce qu'aujourd'hui, voilà, le budget, ça se prépare quand même plusieurs mois en amont. Ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Oui, et il prend des éléments actés. Et on prend les éléments actés, absolument. On ne décrète pas en claquant dans les doigts que voilà, on affecte tant de millions sur telle ou telle ligne. Donc ça ne préjuge en rien de la décision du 12 avril. Aujourd'hui, non, je ne peux pas vous le dire. Je suis un démocrate, absolument. Je souhaite que le débat aura lieu, les arguments seront exposés, chacun aura ses arguments, et à l'issue de ce débat, il y aura un vote, et c'est ce jour-là que nous serons fixés. Voilà. Ne craignez-vous pas, Président, dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas engagés, pour des raisons X, et donc que le collège ait vocation finalement à fermer, ne craignez-vous pas que la situation nouvelle dans l'Auxerrois, dans les collèges, qui vont recevoir forcément une partie des élèves, pose des problèmes par la suite? Est-ce que les conséquences d'un nouveau dispatching sont mesurées, ou peut-on les mesurer? Je ne veux pas stigmatiser uniquement un collège, une ville. On a une politique qui nous revient, c'est celle de l'entretien, de la construction, de la réhabilitation des collèges. Sur le département, je répète, il y a 33 collèges, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai décidé pour cette année, d'ailleurs, de traiter de tous les collèges, de parler de tous les collèges. Bienvenue Martin en fait partie, bien sûr, mais je ne veux pas stigmatiser un endroit, un collège, voilà. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je sais qu'il y a la zone REP qui est là, effectivement, je ne la conteste pas, je mesure les intérêts d'une zone REP, mais il y a aussi d'autres secteurs où on est obligé de tenir compte de beaucoup de choses. On est obligé de tenir compte de la démographie. Voilà, aujourd'hui on le voit bien, il y a des classes qui ferment, on est obligé de se projeter aussi dans l'avenir. Et puis il y a aussi l'argent public qui est quand même en jeu. C'est quand même l'argent public, c'est l'argent du contribuable que nous gérons. Et on ne construit pas. Le conseil départemental a décidé de ne pas construire un 4e collège tel que c'était prévu dans le Nord. Absolument, absolument, pour la raison que on a justement une prospective qui montre bien que la démographie n'est pas si haussière que cela, et donc il y a suffisamment de capacité d'accueil dans le Nord pour accueillir les élèves. Et puis j'ai reçu, c'est pas un secret, un courrier de Madame la Présidente de la région, courrier qui me dit qu'elle n'envisage pas de construire un lycée dans le Nord, justement, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la démographie n'est pas si haussière que cela dans le Nord. 18 à l'époque, 81 pour les communes, et aujourd'hui nous en sommes pour le département à une participation de 42%, et pour le bloc communal de 57%. Donc vous voyez, il y a quand même eu, au cours de ces années, et nous allons continuer. Nous allons continuer. Et comme je crois beaucoup, de toute façon, au séminaire, quand je parle de séminaire, je veux dire au rassemblement à huis clos de l'ensemble des élus, et je vous remercie, chers collègues, de l'avoir aussi souligné. Eh bien, j'ai fait un séminaire pour les collèges, j'en ai même fait 2. J'ai organisé, j'ai rien fait, j'ai organisé pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, parce que là on peut débattre, tout le monde peut échanger, et en plus dans un esprit serein, une ambiance sereine, où on est libre de son expression, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas lorsque nous sommes en séance publique. Je souhaite organiser la même chose pour le SDIS. Voilà, tout sera mis sur la table et ensuite il y aura des décisions qui seront prises. Et je souhaite le faire également, puisque vous avez abordé le sujet, eh bien je souhaite également le faire pour les EHPAD. Parce que collège et EHPAD, bon, les uns sont consacrés à la jeunesse, les autres sont consacrés à la... Mais nous avons aussi une politique à conduire, une politique responsable, et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait des rencontres qui se fassent et des échanges entre nous, de manière à essayer de trouver les moins mauvaises solutions. Et toujours, je le répète, en privilégiant bien sûr l'intérêt de l'humain, l'intérêt des personnes, mais aussi les finances. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, oui, on a une situation, Marie-Laure Capitain l'a quand même décliné. Je pense qu'il ne faut pas être autiste et il faut être honnête et reconnaître que, bien qu'elle s'améliore, et depuis des années nous travaillons sur cette démarche, eh bien, il y a quand même une réalité qui est là. Et on ne va pas retomber justement dans ces travers où effectivement, pour faire plaisir aux copains, j'ose le dire, alors c'était des gymnastes partout, pourquoi pas. Je laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu, donc voilà, mais c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Eh
bien, j'estime qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'agir de cette manière. Voilà ce que je voulais répondre à mon cher collègue, et je propose naturellement que, alors, si c'est pour parler d'autre chose que de BF, Monsieur Pascal Henriat, allez-y. Monsieur le Président, oui, je considère que l'opposition, elle est vaste, elle est variée. D'ailleurs, quelle opposition, on peut en parler dans cette assemblée, mais je considère qu'on a quand même, lors d'un débat du vote de budget primitif concernant le collège, qu'on peut quand même dire ce qu'on a envie de dire, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Il y a deux écoles. Vous avez eu, c'est vrai, Patrick, Nicolas l'a reconnu, il l'a dit, vous avez eu la délicatesse de vous inviter lundi à une réunion de travail, chose que nous ne connaissons pas, pour parler des collèges. Je vous en remercie. J'apprécie ce que vous venez de dire en disant que vous faites la même chose sur le SDIS et sur les EHPAD. C'est une avancée, je vous en remercie. C'est aussi ça la démocratie, de savoir écouter des opinions diverses et variées. Mais je reviendrai quand même sur les collèges. Il y a deux écoles. Il y a l'école où on dit le budget primitif permet de faire des inscriptions qui donnent une idée de ce que va faire le département ou la collectivité sur l'année. Donc si cela donne des idées, ces inscriptions, il aurait été bien peut-être de mettre un montant approximatif, un montant divers que chacun aurait pu évaluer, mais pour le gymnase, bien pour le collège, bien du Martin. Il y a une autre école, c'est la vôtre, qui dit on va attendre le débat qui aura lieu sur les collèges pour décider ensuite si on fera une décision modificatrice, ce qui est tout à fait possible. Et pour ma part, c'est vrai, comme l'a dit Nicolas, j'aurais préféré un signe fort sur le budget primitif où on aurait mis un montant, peut-être d'1 million d'euros, pour donner une certaine idée de départ, et puis on l'aurait corrigé avec le temps en fonction du débat que nous aurons eu dans cette assemblée. Pour information, j'indique que la ville d'Auxerre est prête, j'en ai discuté avec Thérèse et qui vous a eu au téléphone, Monsieur le Président, à mettre 1,5 à 1,8 million sur ce collège. 300 000 au titre de la ville et 1,5 million au titre de la politique de la ville sur les crédits qui nous seront affectés dans le cadre de la reconstruction et de la rénovation du quartier de Saint-Geneviève. Donc il y aura aussi une avancée de la ville d'Auxerre, c'est la première fois qu'une collectivité participerait à la rénovation, à ce niveau, à la rénovation d'un collège. Je tiens à dire. Donc c'est une offre que nous avons faite au président du département et sur lequel nous sommes toujours prêts à en débattre. Pour en revenir sur les investissements, comme Nicolas a dit, c'est vrai que vous êtes en train de les endetter, c'est vrai que votre rôle, c'est de désendetter le département, mais c'est pas par envie, c'est par obligation. Mais quand j'entends que c'est la faute du passé, je suis désolé, mais vous avez voté tous ces budgets pendant 20 ans, vous avez été conseiller départemental depuis maintenant, comme vous autour de cette table, et vous avez, contrairement à l'opposition, voté en votre âme et conscience cet endettement pour lequel vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui. Mais il fallait-il vous dire à l'époque, vous aviez un droit de veto, il fallait-il l'exercer. Vous aviez un droit de voter, de vous abstenir, vous aviez un droit de le dire, vous aviez le droit de le dire en assemblée. Fallait-il pouvoir le dire? Donc maintenant, c'est un petit peu facile de dire on subit et on répare, on met des rustines, on colmate les fuites, alors que, j'allais dire, vous êtes un petit peu responsable de cet état de fait. Il faut savoir quand même le reconnaître et le dire. Voilà, c'était une simple intervention. Je garde le reste de mes interventions pour le vote du budget à la fin de la journée, et je vous remercie de votre écoute. Bien, merci. Alors écoutez, voilà, donc je pense que soyez patients, que tout le monde soit patient, le 12 avril, nous aurons l'occasion, à mon avis, d'échanger à nouveau et on entendra à nouveau ces propos. Alors, André Didier. Oui, toute petite intervention, Monsieur le Président, mais ayant été subrepticement mis en cause par le chef de l'opposition, je ne peux pas ne pas répondre. Alors, vous savez, la forme n'est pas l'ennemi. La forme n'est pas l'ennemi du fond, et elle est sa sœur jumelle. Je veux dire à Nicolas Sauret qu'on peut toujours disserter sur la forme et le fond. Moi, je suis heureux aujourd'hui, j'avais des doutes dans les semaines et dans les mois qui précédaient, je suis heureux de constater qu'il y a une opposition dans l'Assemblée départementale. Mais j'avais des doutes extrêmement sérieux qui, franchement, je peux parler à l'imparfait, et qui m'avaient conduit à penser que vous aviez été même tenté l'année dernière, et c'est en réponse à l'intervention de Pascal Henriat, vous aviez été tenté de voter le budget, puisque
Votre tentation, et j'ai vérifié les choses, votre tentation vous avait conduit à vous abstenir positivement, ce qui m'avait rapproché d'une certaine séquence dans cette enceinte où je me disais que finalement il y avait cette collusion entre majorité supposée et opposition peut-être affirmée, et finalement je suis rassuré. Aujourd'hui, il y a une opposition dans le département, et c'est bien ainsi parce que nous vivons des temps politiques un peu particuliers qui auraient tendance à méconnaître les clivages que nous impose, ou que nous autorise plutôt la démocratie. Et franchement, pour moi, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui de constater que l'opposition se ressaisit et qu'elle fait entendre sa voix. Je voudrais dire sur le fond maintenant qu'on ne peut pas publiquement tenir des propos au niveau national en souhaitant que les orientations qui sont prises au plan politique et au plan budgétaire conduisent les responsables à désendetter notre collectivité nationale. C'est le sujet majeur qui occupe l'ensemble des gouvernements qui se succèdent, avec plus ou moins d'ailleurs de fortune, ce n'est pas un jeu de mots, ou de bonheur, et on viendrait faire la leçon ici dans l'Assemblée départementale que le désendettement ne peut pas être une vision politique. Or, franchement, lorsque j'ai assisté lors de la dernière session à cette frénésie exprimée en particulier par l'opposition, qui se réjouissait de voir que les résultats, et c'est heureux, collectivement s'amélioraient, pensant qu'ils allaient pouvoir faire des propositions nouvelles en matière d'investissement. C'est le sujet. Comment ne pas imaginer que des décisions soient prises en matière de dépenses, et en particulier d'investissement, sans l'amélioration des comptes et sans les endettements du département. Donc franchement, le paradoxe qui apparaît dans votre présentation et qui semble faire passer le désendettement comme quelque chose d'annexe, eh bien, pour moi, en tout cas, il a été l'action centrale de notre politique, soutenue par la majorité, et j'avais cru d'ailleurs, à un moment donné, vous adhériez à ce schéma, ce qui aurait permis de vivre les jours meilleurs en matière d'investissement. En tout cas, moi je dis au président aujourd'hui et à ceux qui l'entourent, à son bureau, continuez dans cette voie-là parce que c'est la seule qui permettra de faire demain des choix importants en matière d'investissement pour le département. Hors de cela, pas de salut. Alors le reste, effectivement, ce sont des propos d'opportunité. Moi j'entends maintenant que la ville d'Auxerre va participer dans une politique volontariste à l'investissement dans un collège, alors que le département vient d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans un autre collège auxerrois. Je dis qu'il faudrait peut-être que la municipalité regarde parce que les flux des élèves soient conduits vers l'établissement en question et qu'on puisse rentabiliser les investissements départementaux dans les collèges plutôt que de faire de la politique en s'excusant de participer peut-être pour les élus auxerrois à une manifestation qui a eu lieu samedi, en s'excusant auprès du département de devoir participer à cette manifestation. Ça, c'est les qui nous reviennent. Je ne m'en excuse pas. Non, mais je sais, mais les informations me disent qu'il y a aussi un peu de mauvaise conscience dans cette affaire et qu'on ne peut pas participer à une manifestation publique en s'excusant par ailleurs de devoir y aller. Alors la forme et le fond, c'est ça aussi. La forme et le fond, c'est ça aussi. Donc je me dis quand même un peu de sérieux dans les postures, ça sera très bien pour notre vie démocratique. Voilà, merci. Non, je vais passer, je soumets au rapport, au vote le rapport. Donc, qui est contre ce rapport? Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix contre. On doit donner les noms. Oui, alors, c'est les noms sont cités, les Monique Adrolec, M. Nicolas Sauvage, le pouvoir de François Zéro, M. Yves Victin, Christian Lebon et M. Pascal Lambert. Il y a qui s'abstient? Alors, les abstentions, Mme Mathilde Ménès, M. Manfred Aounard, Mme Valérie de Gilles-Dorange, M. Ducrot, M. Michel Ducrot, pardon. Bien, merci. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Alors, le rapport numéro 4 concerne la 5e commission et les FFR, les familiales rurales, enseignement supérieur. Rapporté par Jean Marchand, ce rapport a reçu un avis favorable à la 5e commission et est à page 53.
Bien, le département soutient les maisons familiales rurales ainsi que l'association familiale, le lycée, l'institut privé, la FI. Donc, les proposés d'inscrire un crédit de 89 000 euros, dont 52 000 en dépenses de fonctionnement et 37 000 en dépenses d'investissement. Concernant l'enseignement supérieur sur le département, vous avez proposé l'inscription de 213 296 euros en dépenses d'investissement correspondant pour 2019 notre engagement envers la ville de Serres, la construction du bâtiment de la ville étudiante ou l'unité de Serres. Le professeur Roland, je vous propose la subvention annuelle de 72 000 euros allouée au pôle formation de 58,89, compte tenu de la mise à disposition à titre gracieux des locaux de l'UESY à Sens, estimé à 20 000 euros par mois. Elle vous aura facilité. Bien, merci. Pas de remarque particulière sur ce rapport, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Le rapport numéro 5 concerne la jeunesse. Il a reçu un avis favorable de la 5e commission présentée par Jean Marchand et Nicolas Franck-Cossette. Bien, concernant le dispositif d'aide prévu pour les bourses, il est proposé d'inscrire 229 800 euros en crédit de fonctionnement. Rappelé tout à l'heure, la majorité des présents à la réunion de majorité ont souhaité se limiter aux communes de toute taille. Et puis dans le règlement, il est bien indiqué une grille d'évaluation, Nicolas, avec des critères quand même assez précis. Et hélas, je dirais, on ne peut consacrer que 240 000 euros, ça fait 8 projets immobiliers, c'est pas beaucoup, je le concède volontiers. Et je pense que c'est vraiment un signal fort sur le travail que l'on veut mener, sur l'attractivité du territoire et qui vient en complément de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui sur la signalétique par exemple, sur le schéma qu'on a voté pour le développement du tourisme, sur la bonne nouvelle de Maulde qui est tombée quand même dimanche. Voilà, c'est un travail collectif. Et j'ai envie aussi qu'on réconcilie, moi, la campagne et la ville. On dit assez souvent que dans cette assemblée, on est toujours favorable aux petits villages, que les villes n'ont jamais rien. Je pense que là, c'est l'occasion. Ce sont 8 appels à projets. C'est un test. Moi, je pense que tout est révisable. Voilà, ça vient aussi du fait que beaucoup de communes ou de communautés de communes ont des projets en lien avec cette notion d'attractivité, que le CAE les conseille, et que quelquefois, les conseils ne sont pas forcément écoutés, pour X raisons. Donc c'est pour avoir aussi un œil, nous, sur les projets, pour essayer d'avoir une cohérence dans tous les projets qu'on finance. Sans remettre en cause le travail de la commission. Il me semble quand même que le rôle de l'Assemblée, c'est d'éventuellement corriger le travail des commissions quand on estime qu'en commission, il y a une erreur de fait. Pardon de dire que là, je pense qu'il y a une erreur. On ne peut pas coller le mot touristique, je le vois déjà 5 fois dans le prépa, et dire on exclut les intercours. Il y a un énorme paradoxe, puisque par définition, les communes n'ont plus la compétence touriste. Elles ne l'ont plus. Donc, on ne peut pas ouvrir un appel à projet avec le mot tourisme si on ne l'ouvre pas aux intercommunalités. Il y a je ne sais pas quels ont été les arguments des membres de la 2e commission, mais il y a bien est favorable à la qui a corrigé, je ne sais pas qui a corrigé en disant on ne peut pas les interpeller les communes. Mais il y a un paradoxe de fond. Les communes n'ont plus la compétence tourisme, donc on ne va pas leur présenter un projet de règlement touristique. Alors, pour une explication de texte, si vous permettez, moi je laisse le soin à la présidente, parce que voilà, c'est ma conception du travail en collectif. En réunion de bureau, lorsque cette idée a germé, donc je le dis, je le répète, c'est votre rôle, mes chers collègues, de faire germer des idées. Le bureau a validé la proposition d'Anne Jérusalem. Ensuite, elle l'a soumise à la commission, qui a souhaité, c'est ce que j'ai cru entendre, que les EPCI puissent bénéficier également de cette aide. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas débat, si vous voulez. Communes et communautés de communes, c'est bien ce qui a été validé majoritairement en commission. Oui, en commission, ça a été validé, mais dans le règlement qui nous a été donné de proposer aujourd'hui, il m'a été demandé de me ranger à la majorité du bureau
ou de la majorité départementale. Donc on a retiré les EPCI. Et voilà, moi je l'ai dit, je ne veux pas mettre en porte-à-faux quiconque. Je suis favorable à titre personnel, et non pas pour le nom de PCI, ni pour une association de chez moi, puisque les associations ne seront pas éligibles à cet appel à projet. C'est par cohérence, comme le disait Nicolas et comme le pense la commission 2, de l'ouvrir aux EPCI. C'est pas pour rafler l'argent, c'est juste que les projets structurants d'ampleur qui pourront être donc portés par des EPCI, l'aide pourra être cumulée avec la politique ENS, les appels à projet espace naturel sensible, et avec les aides région, État. Donc ça peut permettre de finaliser des projets. Les EPCI ne sont pas si riches non plus, il ne faut pas rêver. Hein. Comme les communes, il y a des riches et des pauvres. Je vous propose que l'Assemblée corrige ça. Alors, de toute façon, la commission donc, émet un avis, elle a travaillé, effectivement, c'est l'Assemblée qui entérine. Donc moi, j'avais raté un épisode. Je ne pensais pas que le règlement avait été aussi bien, avait été redéfini. Donc, à ce moment-là, je vais soumettre à... Donc, pour ce qui est de cette enveloppe, je pense qu'il n'y a pas d'opposition, tout le monde est d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Quand on parle d'innovation, on va... Enfin, mais non, ça, vous allez voir pour chaque collègue. Tu demandes si tout le monde est d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je vais pas être d'accord. On a tous les temps ici, hein. C'est la démocratie. Donc, Président, et puis j'ai du mal à articuler. Pourquoi le CIE? Juste pour ma... J'arrive pas à accrocher. Le CIE, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est du tourisme. Si on aménage une place, sur un étage, c'est une place. Le CIE a toute sa place parce que c'est l'architecte dessus. Mais sur un appel à projet touristique, qu'est-ce qu'il va faire? C'est... Voilà, c'est tout. Voilà. Et combien ça va nous coûter la solution? C'est gratuit, pas gratuit? C'est intéressant. Voilà, donc à l'époque, pour moi, je vraiment je comprends. bon, C'est une des raisons. Je trouve qu'un appel d'offres entre avril, entre autres, un appel d'offres entre avril et juillet, c'est la loi. Il faut le faire entre avril et le mois de juillet. Il y a, à part les projets qui sont prêts, d'abord qui sont vraiment prêts, donc qui sont déjà financés, qui sont prêts. Quand on a des projets qui sont prêts aujourd'hui, c'est qu'ils sont financés, c'est qu'on a réfléchi au financement, c'est qu'on a réfléchi à tout ça. Avoir des projets qui sont prêts, ça ne veut pas être des projets qui vont être réfléchis un petit peu pour ça. Et je trouve que le temps, je trouve ça un petit peu. Je sais pas, on est au mois de mars, hein. On est au mois de mars aujourd'hui. Et puis c'est pareil, je suis d'accord avec ce que dit François. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi on serait obligé d'avoir. Voilà, complètement. alors Anne, Bon, alors, décidément, c'est vraiment le 240 000 €, ça va occuper beaucoup de temps. Et c'est toujours comme ça, hein, qui dossier prennent du temps alors que les millions d'euros passent. C'est dommage de polémiquer parce que c'est vraiment pas l'objet. Pourquoi CAE? Parce qu'on trouve globalement que c'est un outil qui est financé par une taxe départementale, qui est un outil super intéressant, qui est à titre de conseil et il n'est pas indiqué qu'il est obligatoire de recueillir l'avis du CAE dans le règlement. C'est juste qu'on pourra faire intervenir soit l'ADT, soit le CAE, soit les deux, pour juger la pertinence du projet, pour être là en tant que conseil, comme on a pu les associer sur justement le schéma départemental du tourisme, sur la signalétique touristique départementale, on les a associés. Parce que ce sont des experts, ce sont des organismes que nous finançons et qui sont intéressants en matière de conseil. Voilà, il y a juste ça. Sur la durée, je suis absolument d'accord avec Bafou-Dalma, ça fait vraiment court pour déposer des dossiers. Mais là où je suis en désaccord avec lui, c'est qu'en tant que maire, il doit très bien le savoir, on a souvent des projets en gestation, des idées, et malheureusement, il n'y a pas toujours les financements en face. Et quand on voit arriver un appel à projet qui peut correspondre avec ce fameux projet qu'on avait dans les tuyaux mais qu'on n'avait pas encore lancé, c'est le moment d'y aller. Et ça, le CAE, pour avoir travaillé l'appel à projet avec lui, nous disait qu'il avait rencontré beaucoup de communes qui ont des projets
a priori, qui pourraient rentrer dans ce genre d'appel à projet, mais ils ne sont pas forcément lancés, voilà, parce qu'il manque un petit bout d'enveloppe, parce qu'on réfléchit, on attend une opportunité. Je peux vous donner un exemple. On avait eu un projet dans un petit village de 330 habitants. Et bien, moi, j'ai attendu que le contrat de canal soit signé pour déposer mon projet parce que sinon, on n'aurait pas fait. On conditionne aussi nos projets quelquefois au fait d'obtenir le maximum de financement. Bien, alors écoutez, je vais éclairer vos lanternes et je vais trancher. Là, dans un premier temps, je vais vous demander de vous prononcer sur ce rapport qui fixe uniquement la ligne de crédit qui est ouverte. C'est en bloc 248, et dans les rapports particuliers que nous verrons tout à l'heure, un peu plus tard, il y aura cette fois, on reviendra au sujet, et là ce sera le règlement qu'il faudra approuver ou pas, ou modifier le règlement. Voilà, donc pour ce qui est du règlement, le fond du sujet, ça reviendra tout à l'heure dans les rapports particuliers, vous l'avez bien compris, c'est le rapport numéro 13, et là, au moment où je vous parle, on va valider, si vous le voulez bien, la ligne de crédit de 240 000 €. Voilà, vous êtes d'accord ? Alors, qui s'oppose à voter cette ligne de 200 ? Non, mais là, c'est fini. On a les deux interventions par sujet. Nicolas, non. Deux interventions, c'est bon, vous êtes exprimé. Moi, je soumets au Conseil national qui sont contre l'ouverture de cette ligne. Assumez vos votes, hein, je suis désolé. Attendez, on n'a pas. Alors, Mafoudama est contre. Qui s'abstient ? Alors, on a Pascal Henrien, Nicolas Sorel, Valérie Leger, Irène Henriel. Est-ce que Marie-Laure, tu t'abstiens? Est-ce qu'on vote que sur on vote sur l'enregistrement. Ah oui. Alors, vous voulez que je scinde le rapport? Bien, alors, on va scinder le rapport. Donc, pour ce qui est de branche, qui s'oppose au rapport de branche tel que je vous ai soumis? Alors, les oppositions, Delphine Grémy et son pouvoir peut-être. Non, alors Delphine Grémy, Elisabeth Frassetto, Irène Ernie-Rocardi, Michel Ducroux et Grégory Dort. Et Valérie Leger. C'est pas. Alors ensuite, donc deuxième sujet, l'attractivité des territoires, qui s'oppose à la ligne de crédit qui est proposée. Alors, Marie-Laure, opposition, donc, attractivité des territoires. Monsieur Almar, Madame Capitain, Monsieur Bouchier. Qui s'abstient? Abstention, attractivité, Monsieur Henriard, Monsieur Sauvé, sans pouvoir, Madame Lerman, Madame Valérie Leger-Lorange, Madame Baudet, Monsieur Boucher. Voilà, donc le rapport est adopté dans sa totalité. Hein, mais j'ai scindé les deux sujets. Voilà. Très bien, merci. Donc le rapport suivant. Rapport numéro 46, au sein de la deuxième commission, il s'agit des entreprises et artisanats, Madame Irène Rocardi, et c'est un rapport qui se trouve en page 286. Oui, chers collègues, Monsieur le Président, donc il s'agit d'adopter, enfin de voter, d'inscrire les crédits au budget de 43 000 € et 22 700 € en recettes, donc qui sont des remboursements d'avances attribués à des artisans ou des entreprises, et de 357 142 € et 86 centimes concernant le remboursement de l'avance consentie à la ville d'Auxerre suite au transfert de la créance que le conseil départemental détenait auprès de la Seine-Lyon Équipement. Merci. Donc, qui s'oppose à ce rapport? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Il s'agit du rapport numéro 47. On peut, ce rapport. Un contre-positif, on peut pas. Oh, si vous souhaitez vous exprimer, bien sûr, évidemment. Non, c'est vrai. Donner une explication de vote, alors, hein, puisque le vote est public de toute façon, donc si vous souhaitez donner une explication de vote, moi, bien entendu, je vous donne la parole. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé mes jokers, donc je peux parler. Donc, j'ai une réserve assez importante, donc là, je pense que vous allez avoir. Tu rentres avec 95. La situation, je voulais juste dire quelques mots, j'ai rien dit ce matin, donc volontairement. Je voulais dire que le département a contractualisé avec l'État, et moi je trouve que c'est une bonne chose. Je me rappelle les années Hollande, je l'ai dit l'année dernière, c'est un peu la mise à l'État, et je me rappelle les années Hollande où on nous a imposé des baisses de dotation, c'était subi. Et là, ça a fait vraiment, dans nos budgets, ça a fait de fortes coupes, contraintes, et on a vu payer très cher.
La contractualisation avec l'État, moi je suis pour plusieurs raisons. Parce que ça permet aux collectivités de pouvoir choisir là où vont faire des dépenses et des recettes. C'est les règles sur choisir. Il y a un cadre contraint, 1,2% maximum d'augmentation et un désendettement de moi, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Au CR, à contractualiser, on n'était pas concerné. Mais ça ne choque pas, ça nous laisse une marge de manœuvre, et puis ça nous apprend aussi un petit peu à réduire la voilure, et dans certaines collectivités, je parle d'un autre, il y en avait besoin. Dans certaines, il y en avait bien besoin. Ce matin, tu as dit, en petite erreur, on a corrigé, mais c'est 12 ans, les années des endettements et pas 10 ans. Tu l'as dit ce matin. Mais c'est une petite erreur que je voulais juste répondre également à André. Une autre chose, je remarque les dotations d'État sur l'augmentation également, parce que nous avons touché le fonds de péréquation visant à renforcer la solidarité entre les départements, et le montant n'est pas moindre. Vous l'avez dit, Marie-Laure, c'est un montant important qui fait du bien de recettes. Si on a aujourd'hui des possibilités de pouvoir se désendetter et de pouvoir faire quelques actions, même si elles ne sont pas assez importantes à nos yeux, c'est qu'on peut remercier, je pense, l'État, parce que ce fonds de péréquation entre les départements riches et les départements plus pauvres, qui nous concerne, nous met un petit peu de beurre dans les épinards, si on peut dire. Donc voilà, je tenais à souligner, parce qu'on attaque souvent l'État, quel qu'il soit, mais on oublie souvent de dire quand il fait bonne chose. André, ce matin, tu as dit, j'avais l'impression que tu voulais nous enfermer dans un carcan. J'ai un petit peu sursauté, même je me suis un peu énervé, j'ai rien dit, mais je l'ai gardé en disant l'opposition, le leader de l'opposition. Mais l'opposition, elle est plurielle. L'opposition, elle fait ce qu'elle veut. Dans l'opposition, nous avons notre libre choix et notre libre arbitre. Et elle est aussi plurielle d'ailleurs que la majorité. Qui, la majorité, quand elle n'a pas envie de voter le budget ou quand elle veut s'abstenir, elle a le loisir de pouvoir le faire. Donc laisse-nous libres dans l'opposition d'avoir nos sensibilités différentes. D'ailleurs, au même titre de la majorité de l'opposition, il y a aussi des non-inscrits. Tu les as oubliés, mais notre ami Bafou des non-inscrits, donc il est dans aucune de ces cas. Donc à chacun sa liberté de penser, à chacun sa liberté d'exister. L'année dernière, j'avais voté le budget, donc tu vois, cette opposition, elle est libre. J'avais voté le budget, je lui ai expliqué, j'ai dit pourquoi. Cette année, ma position sera différente. Je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai, mais j'aime bien donner les détails, j'aime bien dire pourquoi. Je m'abstiendrai pour plusieurs raisons. Je m'abstiendrai parce que, pour le SDIS, on aurait aimé davantage de solidarité entre le département et les communes. J'ai entendu que nous aurons un débat spécifique, mais voilà, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'interviens souvent en conseil d'administration, le président Bonnefonds connaît ma fougue, donc je ne pouvais pas non plus passer à côté. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est la non-augmentation du taux directeur des EHPAD. N'oublie pas que pendant 2 ans, le taux directeur a baissé. Je connais professionnellement la situation des EHPAD. Je suis un peu le pompier pour certains, quand je vois leur situation dans l'état où ils sont, pour beaucoup d'EHPAD, il y a encore des EHPAD qui ont des chambres sans cabinet de toilette, c'est inconcevable, ça par jour. Je peux citer Saint-Sauveur. Il y a encore beaucoup d'EHPAD. Et quand je vois les investissements que les directeurs ont prévus et qu'ils ne savent pas comment faire pour boucler leur plan de financement, ça m'inquiète. Et si on ne leur donne pas un petit coup de main pour les aider, je considère que, voilà, les EHPAD dans le département ont besoin d'une aide substantielle du département. Et puis le troisième point, eh bien, c'est le geste significatif qui aurait pu être fait pour Bienvenue aujourd'hui, même si Patrick, le président, pardon, vous avez dit qu'il y aura, et on en décidera ensuite, une session spéciale sur les collèges. Mais voilà, c'était, j'ai voté contre le budget des collèges tout à l'heure, donc je ne peux pas voter le budget en ayant voté contre un chapitre. Je dois aussi être fidèle à mes consciences et à un vote. Donc c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour notre collègue Nicolas, c'est une sanction, c'est une abstention positive. C'est pas une abstention négative, c'est une abstention positive pour ma part. Mais je tenais à marquer un peu la différence et à l'expliquer par rapport à l'année dernière, même si la méthode de travail a changé, et j'en rends grâce au président. Et voilà, il y a encore quelques points de travail, donc ça fluctue. J'ai dit l'année dernière que ce n'est pas un satisfecit que j'accorderai tous les ans, mais prenez-le comme une attention positive. Bien, merci mon cher collègue. Bon, je souhaite s'exprimer Yves Bectin. Oui, simplement, je partage les propos de Pascal, de mon collègue. Toutes les positions qu'il a prises sont les miennes, donc je ferai la même chose que lui. Positivement. Bien, accessoirement.
m'exprimer? Bien. Écoutez, je vais soumettre au vote, bien entendu. Donc, qui est contre, alors j'allais dire son budget, mais qui est contre ce rapport, hein, qui fixe le budget pour l'année qui vient. Donc, alors nous allons donc comptabiliser. Je laisse Sonia énumérer les noms. Alors, donc, les votes contre. Monique Adrobolec, Nicolas Sauret, Françoise Roure, Christiane Lemoine. 4 votes. Alors, 4 votes contre. Qui s'abstient? Alors, les abstentions. Monsieur Pascal Henrien, Monsieur Yves Vectin, Monsieur Mahmoud Aomar. 3 abstentions. Donc, je ne poserai pas la question à tous les autres collègues. Donc, on va se faire plaisir. Donc, voilà. Qui est pour? Majorité écrasante. Bien. Donc, Sonia va trouver enregistré, naturellement. C'est très vite. Bien. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, je vous remercie. Je ne prends pas pour moi, je tiens à associer naturellement tous celles et ceux, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires. Je remercie bien entendu tous les élus, tous les vice-présidents, les présidents de commission, les commissaires, les services administratifs, toute cette équipe, en fait, cette belle équipe du département qui travaille dans l'intérêt des Iconais, ça je tiens à le préciser, hein, c'est vraiment ma volonté. On travaille pour nos concitoyens et je vous remercie d'être touché par ce vote, encore une fois, je l'ai dit l'an dernier. Et donc, nous allons aller pour la séance pour reprendre les rapports particuliers, si vous le voulez bien, hein, puisque ce n'est pas terminé. Donc, on continue en enchaîne. Alors, on continue en enchaîne. Allez, on enchaîne. On continue numéro 1. Mais par contre, les rapports particuliers. Rapport numéro 1, procès verbal de la séance du Conseil départemental du 8 février 2019, présenté par M. Patrick Genreau, c'est pour page 11. Alors là, je suis pris à une surprise, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas. Bon, je vais faire même à ceux qui seraient contre, éventuellement, qui est contre. Bon, il n'y a pas de contre, il y a une. Alors, 3 voix contre. Robert Guido, Médicalnès, Marie-Margarita. C'est pas c'est à l'intérieur, c'est pas le rapport, je fais voter, mais à partir du moment où. Oui, Robert Guido. Je voudrais savoir si les communes sont obligées de passer par les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Non. Ah, moi j'ai pas compris ça comme ça. On demande à qui est. Bon. Ah, Jérusalem, explication. Alors, ce que l'on souhaite faire dans la commission 2, et là où on vous demande votre avis, c'est d'ouvrir à toutes les communes et à tous les APCI. Voilà, je vote différemment. Voilà, c'est l'objet un peu j'ai voulu anticiper si vous voulez, mais voilà, c'est ce qui faisait débat tout à l'heure. Donc, oui, François. Oui, juste après, Président, sur le 119, c'est justement l'appel à projet, le règlement qui pose problème. Parce que tu as besoin de nous faire voter quoi? Donc, première délibération mettant les EPCI, tout à fait d'accord. On rajoute, ça me va bien. Qu'on n'est pas, comme l'a dit Robert, à juste titre, qu'on n'est pas un et soit censeur de l'autre. Je rappelle que la commune a ses compétences générales de faire ce qu'il veut, enfin, la commune fait ce qu'elle veut, ses compétences générales. L'autorisation de quelqu'un d'autre pour le faire. Sauf le tourisme. Non, compétence générale, tu fais ce que tu veux, l'État te le dit, la région te le dit, compétence générale, une commune fait ce qu'elle veut. C'est différent. Ça c'est dessus. Après c'est la partie appel à projet, le règlement qui pose problème. Je l'ai parcouru tout à l'heure. Quand on voit dedans, on a quand même beaucoup de choses. Il faut être commune disposant d'un label ville d'art et d'histoire, plus beau village de France, site à caractère de Bourgogne. Il faut être à priorité donnée aux sites touristiques majeurs. Il faut quand même peut-être ouvrir si on veut faire quelque chose. On n'est pas forcément obligé d'être dessus. On a inscription dans le contrat avec la région et l'État si le projet porté par une commune, l'approbation de la communauté de communes, ça ne peut pas être accepté. On peut avoir d'autres projets qui n'est pas sur toute bouteille. Avis des partenaires techniques pourra être sollicité, l'avis du
conseil d'architectes, urbanisme, environnement, développement, dire, voilà, un peu d'ordre, s'il vous plaît, mes chers collègues. Bon, voilà, j'ai compris au moins une chose, c'est qu'on pouvait ouvrir aux EPCI commune EPCI. Donc ça, c'est déjà une belle avancée. Donc revenons sur le rapport qui nous... Jérusalem et doit rapporter. Allez-y, ma chère collègue. Faites votre rapport. Écoutez, moi, je ne pense pas vous lire quand même tout le règlement. Je pensais que vous l'auriez peut-être regardé, étant donné que c'est... Et ben voilà, donc François, je ne comprends pas bien où est le problème. Si on rajoute commune et EPCI, c'est ouvert à tout le monde, donc ça lève peut-être le doute que tu avais. Et puis dans les attendus et les préconisations de l'appel à projet, évidemment c'est bien en lien avec le tourisme et l'attractivité, mais enfin c'est quand même un petit peu plus large que ça. Et on a souhaité faire une grille d'éligibilité qui tient compte quand même de la dimension prioritaire touristique, puisque c'est tout le sens de cet appel à projet, c'est pour renforcer notre attractivité, mais c'est vraiment une action transversale. Il faut que Lyon soit mieux identifié comme un département attractif, touristique, avec beaucoup d'atouts. Voilà, on essaie de renforcer cette dimension-là. Alors, Christophe Bonnefond et ensuite Matou Derma. Et après, Gérard. Alors, juste, on va pas refaire le règlement en totalité, ça paraît difficile. Il y a un micro d'allumé. On va pas refaire le règlement en totalité. Simplement, ça a été dit tout à l'heure quand on était sur l'enveloppe budgétaire, c'est une première année. Je pense qu'il y a deux points qui, pour une première année, il faudrait qu'on amende un petit peu. C'est la date le 5 juillet pour l'idée de communiquer sur le sujet, peut-être la mettre au 15 septembre, uniquement pour la première année. Et le deuxième point, c'est la note de 20 sur le deuxième paragraphe, où il y a une vision globale qui rapporte 20 points, avec région, État et l'intercommunalité, où effectivement, si on veut avoir des projets sans avoir eu l'intention de flécher un endroit ou un autre, ça c'est mieux pour la première année, ça n'y soit pas. Pour le deuxième, on a le temps d'en parler, mais pour la première année, c'est un peu embêtant. Bien, alors écoutez, attendez, moi je laisse l'expression et après je vous dirai ce que j'en pense. Mahfoud. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on va rester que dans des communes qui sont vraiment touristiques. Et j'ai pas dit la loi, je dis simplement que il faut que ça soit clair. C'est pas toutes les communes, c'est pas un appel pour toutes les communes et toutes les intercommunalités. Il faut être logique. Donc ça veut dire que, ok, tu as raison, hein, tu dis, et alors? Donc c'est bien la preuve que c'est pour certaines communes qui sont touristiques et c'est pas pour les autres. Donc voilà, je crois qu'il faut que ça soit clair. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voté contre. Voilà, je reviens à la parenthèse. Alors, il y avait Gérard André qui avait souhaité... oui, plus simplement, j'ai peur que certaines petites communes soient défavorisées par rapport aux EPCI ou les communes plus importantes qui disposent de services techniques. Donc, je voudrais savoir s'il est possible, ou c'est peut-être prévu, de mettre en place un dossier à remplir qui serait plus facile à exploiter, en fait, plutôt que d'avoir des projets qui soient complètement différents, sous des formes différentes. Est-ce qu'il est possible d'avoir, comme on fait pour les membres de subvention, comme font les clubs sportifs pour les membres de subvention, où là un dossier standard a été mis au point pour justement pouvoir mieux emmener les membres des clubs, dans ce cas-là des communes ou des EPCI. Alors, il y avait Colino Midor qui avait demandé la parole. Ensuite, oui, Anne évoquait donc le fait que les structures, les collectivités qui pourraient être éligibles doivent avoir un label. Sauf que, non, donc voilà, maintenant, les communes qui souhaitent maintenant effectivement avoir cette attraction touristique. Donc ne pourraient pas bénéficier vraiment facilement que les autres communes qui sont déjà labellisées. Alors, ensuite, Michel Mouzet. Juste pour compléter, c'est que les dossiers pour les appels à projet ont été étudiés en commission. Donc, il y a la commission a aussi son rôle à jouer pour les attributions, donc c'est très important. Évidemment, il y aura des critères, je veux dire, ça sera très important, il faut toujours être vigilant entre l'attention des communes et l'intérêt au niveau des communes.
Bon, j'aimerais aussi souligner, vous avez voté tout à l'heure un rapport que j'ai présenté dans lequel le département finance à 100% les panneaux sur les sites d'intérêt majeurs touristiques. Ça ne vous a pas choqué et je pense que vous avez eu raison de voter parce que justement, il faut qu'on valorise nos atouts majeurs pour être mieux connus et attirer plus de monde. C'est tout le travail de la commission tourisme, parce qu'on s'aperçoit que l'Yonne est un département qui a une offre pléthorique. Nous avons énormément de richesses, mais du coup, l'offre est diffuse et elle est mal connue. Donc l'idée, c'est de renforcer vraiment certains rôles. Mais si les projets sont très intéressants et très structurants, vous n'êtes pas tout regardé, il y a aussi une dimension sociale, une dimension paysagère, il y a quand même beaucoup de choses dans cet appel à projet, et quand même, on n'a que 240 000 € pour 8 projets. De toute façon, ne nous voilons pas la face, hein, ça ne va pas être révolutionnaire. Hein. Mais quand même, structurant, ça veut dire partager, ça veut dire valider un grand nombre d'éléments. Bon, bah, les labels en font partie, le fait d'être par exemple dans le Vésolien en fait partie. Voilà, on a l'OGS, peut-être que ça va inciter des petites communes à se lancer. Vous avez autre chose? Alors, on a l'endroit. Voilà, village de Lyon, c'est tous les villages. On a l'endroit. Je voulais juste en profiter par rapport à ce sujet pour rebondir sur quelque chose. On a voté les panneaux, c'est très bien les panneaux, mais les panneaux c'est pour les gens qui sont déjà dans le département. J'ai été frappée, j'ouvre un petit peu le débat, mais on a un vrai sujet sur la connaissance de notre département par rapport aux Français et aux étrangers. Cette année, par exemple, on avait fait le choix financier de ne pas être au salon de l'agriculture pour des raisons budgétaires. Mais je pense qu'il n'y avait pas que la notion de gagner un stand, on aurait pu y être différemment. Il ne faut pas se focaliser aux actions que dans le département, mais il faut vraiment s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des départements, je dis ça, mais au salon de l'agriculture, on aurait pu être présent, on aurait pu faire une manifestation en étant très novateur, avec des gens qui présentaient des choses sans forcément avoir de stand, mais être présent. Les gens ne situent pas le Valérie, là je suis obligé quand même de donner quand même une explication pour le salon d'agriculture particulièrement, parce que franchement, il ne faut pas, attention, faut pas dire n'importe quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas pour des raisons budgétaires, attendez. Ah non, moi je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est la région en fait qui a changé les règles du jeu. Habituellement au salon d'agriculture, dans le cadre de la journée Yonne, on emmenait nos artisans, on emmenait nos éleveurs, on emmenait des gens qu'on avait envie d'emmener finalement pour valoriser notre département. Et là, la région a changé les règles. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on était bons pour payer, mais on n'avait pas le droit de gérer cette journée. Alors ça, il faut quand même le dire aussi. Donc, je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas pour des raisons budgétaires. C'est parce qu'on nous demandait, oui, de payer, mais seulement on n'avait pas le chapitre. Donc voilà la raison pour laquelle moi, je vous en ai parlé, et que j'ai été suivi, et que nous ne sommes pas installés au sein de l'agriculture. Pour le sujet qui nous concerne, si vous voulez, on est pour moi dans le cadre du fonctionnement normal de notre Assemblée. La Commission a quand même travaillé sur un sujet en matière d'attractivité. Elle s'est exprimée majoritairement. Donc moi je vous présente un rapport. Je pense que là on est allé assez loin puisqu'on l'ouvrirait aux EPCI. Donc pas maintenant mes chers collègues, je vous pose la question par rapport au rapport que vous avez présenté et le règlement qui a été quand même travaillé en commission, je répète, qui est contre ce rapport. Voilà, levez la main. Président, juste avant dessus, pour te dire que j'ai une usine à gaz, quand tu regardes les pages environnement, limitation de la quantité de gaz à effet de serre générée par réalisation du projet, intégrer une démarche d'éco-conception permettant de réduire les impacts, utilisant des matériaux recyclés renouvelables et écosystèmes. Je dis ça, on arrive à un moment. Ça n'arrive pas à développer du tourisme, là. Écoutez, bon, vous en avez connaissance, mes chers collègues, je soumets au vote. Qui est contre ce rapport, levez la main. Voilà. Contre le rapport, donc M. Majou de Mort, Mme Colette Herman, Mme Valérie de Gélorange, M. François Boucher, M. Alexandre Boucher, pardon, Mme Marie-Laure Capitain. Bien. Qui s'abstient? Abstention. Donc M. Grégory Dorte, Mme Catherine Monet, Mme Sylvie Charpignon, M. Pascal Bourgeois. Alors, faisons les comptes, le rapport est adopté, à mon avis.
avec un mode d'imitation ouvert aux EPCI. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, rapport adopté. Rapport suivant. Le rapport numéro 14, délibération relative aux emplois contractuels et vacataires. Présenté par M. Maurice Pianon, ce rapport a reçu un avis favorable de la première commission du page 116. Donc, ce rapport identifie pour l'exercice 2019 les postes non permanents sur lesquels il sera possible d'opérer des recrutements en raison d'un accroissement saisonnier d'activité ou d'un accroissement temporaire d'activité, d'identifier les postes permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels et d'autoriser le recrutement de personnel vacataire. C'est dit en une seule phrase et il vous est demandé d'adopter ce rapport dans les règles. Vous avez tous les éléments, tout descriptifs sur le recto et le verso de la page, à partir de la page 127. Bien. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 15, convention cadre avec l'association du personnel amicolaise. Rapport présenté par M. Maurice Pianon, page 129. Pour permettre à l'association du personnel amicolaise de mener à bien ses activités, il est nécessaire de renouveler la convention qui prévoit l'attribution par le département d'aides diverses, constituées notamment d'une subvention et de la mise à disposition de locaux. Je vous ai demandé de donner un avis favorable à cette demande. Bien, donc je pense que vous êtes tous favorables, pas d'opposition, pas d'abstention, donc ce rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 16, maintenant la convention avec le centre de gestion de Lyon relative au règlement des frais médicaux. Monsieur Maurice Pianon, toujours, et c'est en page 133. Ça sera un tout petit peu plus long parce que l'exercice est un tout petit peu plus compliqué. Le centre de gestion de Lyon assure pour le compte du département le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme depuis janvier 2016. La présente délibération a pour objet le renouvellement de la convention qui prévoit le paiement direct des honoraires médicaux par le centre de gestion de Lyon, ainsi diligente les expertises médicales pour le compte du département, ce qui permet de réduire les délais de paiement des praticiens. Dans le cadre de cette convention, il appartient ensuite au département de procéder au remboursement des frais engagés. Je vous ai demandé de... Bien, donc je pense que vous le validez, ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention, donc le rapport est adopté. Rapport suivant. Le rapport numéro 17, c'est l'adhésion à la centrale d'achat public de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce rapport nous est présenté par Colette Yermal, a reçu un avis favorable en première commission, page 139. De la commission et qui se trouve en page 157. L'amicale des anciens conseillers généraux, amicale d'entraide. Conformément aux dispositions de l'article 25 du Code général des collectivités territoriales. C'était mis en place depuis l'exercice budgétaire 2016. Il vous est donc demandé d'intervenir en deux logements. En mars 2019, de 105 000 euros et en janvier 2019, pour la même somme. Merci. Donc ça, ce rapport, de toute façon, juridiquement, on ne peut pas s'y opposer, donc j'ose vous le dire, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, je vous propose de l'adopter. Il n'y a pas de... Alors, y a-t-il des oppositions? Alors, opposition, monsieur Yves Vector. Alors, je suis obligé de poser la question, y a-t-il des abstentions? Abstention. C'est un peu après, c'est le vote. On peut forcer le faire. Alors, écoutez, le rapport est adopté. Je vous propose de nous retrouver en cette fin de journée dans la salle au fond, la salle de la cinquième commission. Voilà, et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une belle journée pour demain. Merci.
Non, mais